Merci. Alors, bonsoir à tous et à tous. Monsieur le Président, Madame, chère Maude, merci d'avoir organisé cette soirée. Voilà, je suis heureux de la partager avec vous, heureux qu'il y ait du monde ici pour, disons, effectivement, je crois, échanger sur ce qui est un véritable problème, le réchauffement climatique et la nécessité d'en prendre la mesure, pas dans 5 ans, mais vraiment pas dans 10 ans, mais maintenant. C'est vraiment maintenant que l'action doit être là. On est loin, même si, je dirais, nous le disons depuis, je me suis moi-même beaucoup impliqué, donc dès au départ, dans le GIEC, pratiquement, dans ce groupe intergouvernemental au début des années 90. Et une des choses qui me marque actuellement, c'est que finalement, nous vivons aujourd'hui le climat qui était envisagé il y a une trentaine d'années par notre communauté scientifique. Je veux dire par là aussi bien pour ce qui concerne le rythme du réchauffement, de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de degré, que ce qui devient maintenant perceptible, à savoir l'intensification de certains événements extrêmes. Donc, tout cela a été vraiment, nous vivons, et je crois, c'est d'ailleurs pour le moment, c'est un véritable problème. Je crois vraiment que, disons, cela doit nous inciter à prendre au sérieux les projections qui sont faites par cette communauté à horizon 2050 et au-delà. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler, mais en fait, je pense que j'aurais pu sauter tout le début de ma présentation, à savoir essayer de vous convaincre de la réalité du réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas si c'est bien utile, mais je vais quand même vous dire quelques mots. Voilà, non, c'est une réalité, voilà, au niveau c'est vraiment une réalité au niveau des températures. Voici, en fait, les 5 dernières années sont les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Voilà, et en fait, 2018 qui était aussi chaud à peu près que 2017, et par exemple, disons, nous sommes pratiquement à mi-parcours de 2019 et c'est pour le moment la 3e année la plus chaude que nous ayons connue. Donc, on a eu le sentiment que, disons, en France, que le printemps était un peu pourri, mais vous voyez, c'est une réalité. C'est une réalité dans l'atmosphère. Là, ce n'est pas une surprise parce que, bien, par nos activités, nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Alors, ici, disons, ces 3 composés, gaz carbonique, dioxyde de carbone, en fait, méthane, protoxyde d'azote, ont une propriété commune. Ils sont assez inoffensifs autrement, mais ils ont cette propriété d'être des gaz à effet de serre, c'est-à-dire de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Et en fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Disons, sans effet de serre, nous ne serions pas là. Et en fait, c'est pas l'effet de serre qui nous inquiète, mais son augmentation. Et vous voyez donc qu'elle est bien documentée, en particulier grâce aux mesures, aux analyses faites par beaucoup de mes collègues sur les glaces polaires. Elle est bien documentée. On sait, disons, par quelles activités nous contribuons à l'augmentation de l'effet de serre, que ce soit pour le dioxyde de carbone. La principale contribution, ce sont bien sûr les combustibles fossiles. Disons, l'agriculture contribuant, elle, pour partie au moins, au méthane et au protoxyde d'azote. C'est bien documenté, ça se traduit par un chiffre. Alors, une fois qu'on a tenu compte d'un effet de refroidissement, disons d'une 20% lié à la pollution elle-même, eh bien, en gros, on a augmenté le chauffage, la quantité d'énergie disponible pour maintenir l'équilibre thermique ce que nous appelons les différentes composantes du système climatique, voilà, à leur température. Et en fait, on a augmenté le chauffage de 1%. Il ne faut pas être surpris qu'en augmentant le chauffage, eh bien, la température augmente. C'est malheureusement aussi simple que cela. Donc, alors après, ça peut être compliqué. Alors, il y a un point qui est important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, donc on a 1% de, disons, augmentation de l'énergie disponible, de la chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé par l'atmosphère. En fait, l'essentiel va dans l'océan. Donc, ça veut dire qu'il faut
regarder ce qui se passe dans l'océan. Et là aussi, le diagnostic est clair. Élévation du niveau de la mer, 3 mm chaque année, à peu près le tiers, dû au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, à peu près 1 mm chaque année. Puis, l'essentiel du reste, disons pratiquement, c'est la fonte des glaces, les glaciers continentaux, mais aussi, depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique, les calottes glaciaires du bout du monde. Donc, c'est en fait, à travers cette élévation du niveau de la mer, nous avons un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc nous en concluons, donc je reprends les termes mêmes du rapport du GIEC, que le réchauffement est sans équivoque, pour nous c'est une certitude, qu'il est sans précédent depuis au moins le dernier millénaire. Contrairement à ce qu'on entend quelquefois, il n'y a pas eu la période du dernier millénaire, l'optimum climatique, les 50 dernières années ont été plus chaudes que n'importe quelle autre période du dernier millénaire. Et puis, non seulement le réchauffement climatique est une réalité, mais on peut en expliquer l'essentiel. En fait, on peut l'expliquer complètement par nos activités, par l'augmentation de l'effet de serre. Alors que, disons en gros, on a à peu près un peu moins de 1 degré depuis les années 60. On peut l'expliquer, enfin depuis une soixantaine d'années. On peut expliquer ça par l'augmentation de l'effet de serre. Alors que les causes naturelles, la variation de l'activité solaire ou bien l'activité volcanique, à chaque volcan il y a, disons, un refroidissement de quelques dixièmes de degré pendant quelques années, ne peuvent expliquer qu'1 dixième de degré. Il faut bien, disons, c'est vraiment, quand on parle, c'est vraiment une quasi-certitude que nous sommes dans un monde dont nous avons déjà modifié le climat. Alors évidemment, quand on se tourne vers l'avenir, le réchauffement vers lequel nous allons va dépendre des quantités de gaz à effet de serre que nous allons émettre, du niveau des gaz à effet de serre. C'est vrai en particulier pour la deuxième partie de ce siècle. Donc voilà un petit peu ce vers quoi nous allons. Nous irions, parce que j'espère que nous n'irons pas, si, disons, rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. On va parler d'un scénario émetteur. Donc des réchauffements de 4 à 5 degrés en moyenne, avec, vous voyez, un peu moins sur les océans, un peu plus sur les continents et 2 fois plus sur les régions polaires du Grand Nord. C'est déjà ce qu'on observe, tout simplement parce que dans ces régions, il y a disons, la superficie des surfaces enneigées et des surfaces couvertes de glace diminue. Donc c'est un réchauffement important. Pour donner une image, ce réchauffement de 4 à 5 degrés, c'est à peu près équivalent à ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et le début de la période actuelle il y a à peu près 10 000 ans. C'était un réchauffement de 4 à 5 degrés, mais ce que nous ferions à la planète en cas d'un scénario émetteur, celui sur lequel nous sommes, eh bien c'est la même amplitude, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Il faut bien comprendre que c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Donc, alors, c'est un peu... Alors, si nous regardons à plus court terme, eh bien, en gros, pour les prochaines décennies, le réchauffement ne dépend pas tellement des quantités de gaz à effet de serre qui vont être émises au cours des prochaines décennies. Je dirais que le réchauffement des 20-30 prochaines années est pratiquement joué. Et à horizon 2050, on aura probablement du mal à éviter des réchauffements compris entre 1,5 et 1 degré supplémentaire, suivant la région, suivant le pays. Donc des conséquences. Donc là, soyez pas trop effrayés, je ne souhaite pas être catastrophiste. Toutes les conséquences toutes les conséquences que je vais mentionner, bon, ça va, ça sert pas. Toutes les conséquences que je vais mentionner, c'est dans le cas où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Évidemment, ça ne va pas être le cas. Mais vers quoi irions-nous? Alors, vous voyez, en fait, on a l'habitude, enfin, c'est le dernier rapport du GIEC, là aussi, bon, qui classe les conséquences du réchauffement climatique en 5 catégories, avec un niveau de risque depuis indétectable jusqu'à élevé, très élevé. Bon, évidemment, il n'y a pas de surprise. Disons, dans le cas du scénario émetteur, vous voyez le trait rouge, là, eh bien, quel que soit le risque que l'on examine,
eh bien, disons, les conséquences sont élevées ou très élevées. À noter également que dans cette hypothèse, eh bien, le réchauffement ne serait pas stabilisé à la fin du siècle. On pourrait aller vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Alors, de quoi parle-t-on? De choses que j'imagine beaucoup d'entre vous ici être familiers. On va parler d'acidification de l'océan. Alors ça n'a rien à voir avec l'effet de serre. C'est le fait qu'en fait, on met 40 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère chaque année. Il y a à peu près un bon quart qui est absorbé par l'océan, un autre bon quart par la biomasse. Pour ce qui concerne l'océan, c'est assez dépend. Disons, c'est bien pour nous parce que sans ces puits de gaz carbonique, on aurait des augmentations encore plus rapides, mais c'est vraiment aux dépens de l'océan qui s'acidifie. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il l'était au début du XXe siècle. Et dans le cas d'un scénario émetteur, l'acidité serait 2 fois plus importante à la fin de ce siècle qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Alors, il faut pas non plus, c'est important, c'est pas important pour... il sera toujours possible, c'est un acide très faible, il sera toujours possible d'aller se baigner, disons, ça ne sera pas comme ça, tout d'un coup, un acide, ça restera très hospitalier l'océan. Peut-être un peu moins quand même pour tout ce qui se forme. Alors, la conséquence, c'est que tout ce qui se forme de calcaire, de carbonate, de calcite, eh bien, se formera plus difficilement. C'est une conséquence claire, et ça vaut aussi bien pour les coquillages des animaux marins qu'on aime bien, que pour les récifs coralliens, dont vous verrez, eh bien, en gros, à partir de 2 degrés, ils ont tendance à disparaître complètement. Donc les extrêmes climatiques, je reparlerai, qui ont tendance à devenir plus extrêmes, on a déjà évoqué rapidement. Les populations seront affectées, on va parler de la sécurité alimentaire. Il y a des régions où elle aura du mal à être assurée avec son lot de réfugiés climatiques. On peut penser au nord de l'Afrique, aux pays subsahéliens. Des ressources en eau seront difficiles dans certaines régions. La sécurité elle-même, il peut y avoir des risques, accroissement des risques de conflits, tout simplement, ne serait-ce que pour l'accès à l'eau dans certaines régions. Alors, évidemment, disons, le réchauffement climatique est loin de là, n'est pas le seul problème environnemental auquel on aura à faire face, mais il a le mauvais goût quand même d'exacerber tous les autres problèmes environnementaux. C'est le cas pour la perte de biodiversité. Un changement climatique rapide va, disons, accélérer la perte de biodiversité, les modifications des écosystèmes. C'est plus difficile de faire face à la pollution. Disons, journée comme aujourd'hui, s'il y a de la pollution, eh bien, c'est plus difficile d'y faire face avec tout ce cortège de problèmes santé-environnement. Évidemment, dans le cas des canicules, c'est bien documenté. Puis des phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer et puis le dégel du permafrost. Un des points sur lesquels je vous avais mentionné que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, un des points sur lesquels nous avons travaillé avec une collègue juriste, Agnès Michelot, c'est cette réalité que si on prend les conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, comme je l'ai fait là un petit peu, mais dans leur ensemble, leur première conséquence, c'est d'accroître le risque d'accroissement des inégalités. Alors on est bien conscient, je pense, de cela entre pays riches et pays pauvres, en plus les pays pauvres n'ayant que peu contribué à l'augmentation de l'effet de serre, mais ça vaut aussi pour les pays développés. Alors ça vaut doublement. Les impacts du réchauffement climatique, par exemple les événements extrêmes, généralement les couches les moins aisées de la population sont moins bien préparées, elles ont aussi plus de mal à s'en remettre, c'est généralement le cas. Et puis, eh bien, ça a été le point de départ en tout cas de ce que nous avons vécu depuis 6 mois, ou un peu plus maintenant. Eh bien, il peut y avoir aussi des injustices, disons, des inégalités dans les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. C'est le cas, par exemple, de l'augmentation de la taxe carbone, qui est à l'origine quand même du mouvement des Gilets jaunes. La façon dont elle a été mise en place, ou dont on envisageait de la mettre en place, est assez injuste puisqu'elle affecte de façon relative, elle affecte plus, disons, les couches les moins aisées de la population. Pas de façon absolue, mais de façon relative, certainement. Et vous voyez, donc, des inégalités peuvent naître aussi des mesures, alors qu'on pourra en discuter. Je suis bien sûr favorable à la fiscalité environnementale. Là n'est pas le problème, mais elle doit être juste. Voilà. Donc,
Bon, je vais aller assez rapidement sur quelques cas. Toujours, je reste généralement dans ces chiffres, disons dans le cas d'un scénario émetteur. Vous voyez, donc élévation du niveau de la mer qui pourrait flirter avec les 1 mètre à la fin du siècle. Hein, donc c'est le scénario rouge, et se poursuivre de façon quasi inexorable. Hein, donc 2 à 3 mètres à la fin du siècle. Et si le réchauffement est maintenu au-dessus de 2-3 degrés pendant quelques siècles au-delà, eh bien, disons, il y a un risque de fonte complète du Groenland. Donc, ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors, cette fonte du Groenland, c'est pas pour tout de suite, c'est plutôt à l'échelle millénaire, mais c'est vraiment ce qu'on va faire au cours des prochaines décennies qui va en décider. Hein, puisque c'est vraiment ce qu'on va faire au cours des prochaines décennies qui va décider de notre, disons, d'un réchauffement supérieur à 2-3 degrés ou non. La perte de biodiversité, elle est illustrée ici, hein, le lien entre réchauffement climatique, perte de biodiversité. Vous voyez, là, il y a 8 espèces, hein, on voit des arbres, les rongeurs, bon, il y a des pictogrammes, hein, qui sont assez évocateurs. Le trait rouge, c'est la vitesse, donc, le trait rouge, c'est la vitesse de déplacement des zones climatiques à la fin du siècle, toujours dans le cas d'un scénario émetteur, de l'ordre de 7 à 8 km par an, là c'est par décennie. Et vous voyez, pour la moitié des espèces, c'est bien une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que ces espèces, que ce soit des arbres, auront des difficultés à s'adapter, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien ce lien très clair entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. C'est vrai aussi, bien sûr, pour les écosystèmes. Les rendements agricoles, donc on a le sentiment tout à fait justifié que certaines régions vont bénéficier en termes de productivité agricole du réchauffement climatique. Il y a des régions qui vont devenir, sinon des greniers à blé, du moins des régions où on peut cultiver le blé, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Mais c'est un argument souvent avancé, mais ces gens qui avancent cet argument oublient qu'il y a d'autres régions où le réchauffement est tel que bien, les cultures ne poussent pas. Au-delà de 30 degrés, en gros, rien ne pousse de façon optimale. Et donc, vous voyez, donc là, c'est pour les 4 cultures, blé, riz, maïs et soja, les 4 cultures principales de cette planète. Eh bien, quand on regarde de façon agrégée, effectivement, en bleu, ce sont les régions qui gagnent, en jaune et marron, les régions qui perdent. Et donc, vous voyez, si on regarde à gauche, eh bien, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équilibrées au cours de la prochaine décennie, je dirais, tant que le réchauffement est limité. Mais à mesure que le réchauffement se met en place, eh bien, ce sont les régions qui perdent en termes de productivité, vous voyez à droite, qui prennent le pas sur les régions qui gagnent. Donc, cette idée que la productivité agricole pourrait bénéficier du réchauffement climatique peut être vraie localement, elle ne l'est pas du tout au niveau global. Donc, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Bon, on va passer sur la France maintenant. Bien, en France, c'est 2018 qui a été l'année la plus chaude. Donc voilà, donc bon, il y a plus de variabilité quand vous regardez, c'est tout à fait logique à l'échelle d'un pays plutôt qu'à l'échelle planétaire, mais bien sûr, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique de réchauffement climatique. Il y a eu déjà des effets du réchauffement climatique en France. On va en montrer peut-être un ou deux, pas trop. Par exemple, disons les rendements de blé, ils ont augmenté régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, ils augmentaient régulièrement décennie après décennie. Ce n'est plus le cas pour les années 2000 et 2010, et mes collègues de l'INRA, disons, attribuent cette stagnation des rendements de blé au climat. Disons, à des phénomènes climatiques, en gros, plus de sécheresse, moins de précipitations dans certaines régions. Alors, voilà, donc c'est un point qui est mis en avant, vous voyez. Et puis, c'est le contraire. Donc, en 2016, il y a eu une diminution de 30%. Là, c'était les inondations très marquées dans le sud de l'Île-de-France, il y a 3 ans, début mai, début juin, pratiquement, dans ces régions, les rendements en blé étaient très affectés. Donc le réchauffement en France, si je reprends évidemment le cas bon, c'est simplement une déclinaison de la figure que je vous ai montrée tout à l'heure. À l'échelle, disons à l'échelle de la France, on voit bien aussi ces réchauffements un peu plus marqués sur l'est de la France,
bon, qui pourrait dépasser 5 degrés à la fin du siècle, un peu moins marqué sur la façade atlantique. Donc, je crois qu'il y a un point très important, ce sont effectivement les vagues de chaleur, les étés. En fait, les étés, en moyenne, se réchauffent un peu plus rapidement que les hivers. Toutes les saisons de réchauffe, mais c'est un peu plus marqué pour les étés. Et surtout, eh bien, vous voyez, les étés. Donc là, ce sont, vous voyez, le noir, ce sont les étés. Là, on parle des 3 mois d'été. Donc le noir, ce sont les données. La dernière année que j'ai mise, ça reste l'été le plus chaud, c'est 2003. Voilà, donc 2003 était à peu près 3 degrés plus chaud en moyenne qu'un été de référence du XXe siècle. Mais dans le cas d'un scénario émetteur, donc en haut, eh bien à partir de 2050-2060, l'été 2003 deviendrait la norme et les étés caniculaires de la fin du siècle pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle. Il y a aussi un autre point, là je parle des températures moyennes des mois d'été. Il y a aussi quelque chose qui a été maintenant clairement mis en évidence. Si on ne parle pas des températures moyennes, mais des records de température, ils ont tendance à augmenter 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. On parle bien d'un record de température qui peut n'arriver qu'une fois tous les 10, enfin, disons, bien sûr, c'est un record qui peut n'arriver qu'une fois sur 30, 40, 50 ans et que dans un point d'une région. Mais ces records de température augmentent plus rapidement, pratiquement 2 fois plus rapidement le jour que les températures moyennes, et c'est plutôt un facteur 3 pour les températures nocturnes. Donc vous voyez, c'est un des problèmes, sans parler de l'effet d'îlot de chaleur urbain qui lui est important. À l'inverse, voilà, si on lutte contre le réchauffement climatique, le scénario vert, eh bien, vous voyez, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'étés qui soient plus chauds que 2003 dans ces projections de l'évolution des étés au cours du XXIe siècle. Tout aussi important, bien sûr, ce sont les précipitations. Voilà, donc là, je pense que c'est assez clair, c'est le pourtour méditerranéen. Vous voyez l'Europe, l'Afrique, le nord de l'Afrique. Les régions en vert sont les régions où les précipitations augmenteront. Là, on parle, disons plutôt pour la fin du siècle, dans le cas d'un scénario qui nous emmènerait vers 3 degrés à la fin du siècle, même pas 4 ou 5. Mais les diminutions des augmentations de précipitations l'hiver sur le nord de l'Europe, ce qui n'a aucun avantage, sauf un risque d'accroissement des inondations. Et ce qui est très marqué, c'est un risque, enfin disons, des projections de diminution des précipitations l'été, jusqu'à 30-40%. Donc ne pas oublier que c'est aussi couplé avec une augmentation de l'évaporation, donc ça entraîne quand même des sécheresses supplémentaires avec des conséquences sur les ressources en eau, sur l'agriculture, bien sûr sur le flux de réfugiés climatiques, puisque je l'ai déjà dit, ça touchera le nord de l'Afrique qui risque de devenir de plus en plus peuplé, sur les feux de forêt par exemple. Donc quand on regarde en France, il y a effectivement, ça a été rappelé, le débit des fleuves et rivières est quelque chose qui va être modifié et pas à la marge. Même là, vous voyez, c'est à l'échelle d'une quarantaine d'années maintenant, enfin, voilà, autour des années 60, dans 40 ans, eh bien, il pourrait y avoir des diminutions des flux des rivières, quelle que soit la région, y compris dans le bassin Seine-Normandie, qui pourrait être de l'ordre de 20 à 30% dans le bassin de Normandie, beaucoup plus importante dans le sud, jusqu'à 50 à 60%. Et le dernier rapport du Sénat sur, disons, l'adaptation au réchauffement climatique dit que dans la deuxième partie de ce siècle, on pourrait avoir des diminutions à l'étiage, bien sûr. Il peut y avoir aussi des débits importants l'hiver, mais disons les débits des fleuves et rivières pourraient être diminués de 30 à 60% suivant la région. C'est quelque chose de très important quand même, il faut bien avoir ça en tête. Ça, c'est pour notre pays. Les feux de forêt, donc évidemment, là, donc c'est aussi l'Europe, donc 5 catégories de risques. Vous voyez, le rouge, c'est le risque maximum en termes de feux de forêt. Ça, c'est la carte pour le milieu du siècle et un peu au-delà. Donc si je vous montre la carte d'aujourd'hui, pratiquement tout le sud de l'Europe, l'Espagne, les côtes méditerranéennes sont en rouge, mais ce n'est pas le cas pour le centre et l'ouest de la France, vous voyez, c'est ça la différence majeure. Disons, dans un climat plus chaud, le centre et l'ouest de la France risquent d'être vulnérables par rapport aux feux de forêt.
Voilà, donc c'est quand même des modifications importantes, y compris pour notre pays. Le problème lié à la santé, les extrêmes climatiques, actuellement, chaque année, il y a à peu près un Européen sur 20 qui fait face à un événement climatique extrême, inondation, sécheresse, bien sûr, canicule. Ce serait 2 Européens sur 3 à plus 3 degrés chaque année. Et en termes de décès, il pourrait y avoir une multiplication du nombre de victimes des extrêmes climatiques par 30 ou 40. Donc, en fait, actuellement, au niveau de l'Europe, c'est 3000 victimes en moyenne chaque année liées aux événements climatiques extrêmes. Alors, on est un peu biaisé, ça a été 70 000 en 2003, mais c'était vraiment une année exceptionnelle. Mais on pourrait dépasser de façon cette fois assez régulière 100 000 victimes chaque année au niveau de l'Europe. Et pour 99% de ces victimes, ce serait lié aux canicules. Donc, donc c'est vraiment, ce sont des chiffres auxquels il faut évidemment réfléchir. Donc tout cela pour, je crois, vous convaincre, mais je pense que les gens qui sont ici sont généralement convaincus que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc je dirais que ce qu'il faut faire, nos décideurs politiques l'ont bien compris, puisque c'est ce qui est inscrit désormais dans l'accord de Paris, de la Convention climat. Eh bien, il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique, et l'accord de Paris a fixé un objectif ambitieux, limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport disons, à ce qu'on appelle la période pré-industrielle. De façon assez simple, on a déjà pris à peu près 1 degré par rapport à cette période. Donc quand on parle de 2 degrés, c'est 1 degré supplémentaire par rapport à, disons, à notre décennie, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc l'idée qui est derrière, si vous suivez la ligne bleue, l'idée qui est derrière, c'est que évidemment le réchauffement climatique est irrémédiable, on ne peut pas revenir en arrière, mais si on réussit à le limiter, eh bien en gros il y a quand même une capacité d'adaptation, et les jeunes d'aujourd'hui, il y en a, merci d'être ici, les jeunes d'aujourd'hui pourront s'y adapter, au moins pour l'essentiel. Disons, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait, il y aurait de toute façon 50 cm, mais c'est clair que si on arrive, je reparlerai de la différence entre 2 degrés et 1,5 degré. Le problème, c'est qu'on s'y prend un peu tard, alors que le diagnostic ne s'est pas modifié depuis 30 ans. En gros, les chiffres qu'on peut donner qui montrent l'urgence, c'est que pour rester en deçà de 2 degrés, eh bien, il n'y en a plus que 15 à 20 ans d'émissions de combustibles fossiles au rythme actuel. 1,5 degré, c'est entre 10 et 15 ans de combustibles fossiles. Une autre façon de voir les choses et qui montre le changement profond que cela appelle, c'est que si on veut rester autour de 1,5 degré, il faut laisser 90% des combustibles fossiles facilement accessibles, on parle des réserves, là où elles sont. Donc vous voyez que c'est complètement changé de mode de développement, et très rapidement. Je vais essayer de le redire. Donc en fait, il y avait dans cet accord de Paris, ce sont des pays particulièrement vulnérables qui ont tout fait, et d'ailleurs c'était leur ligne rouge, pour que soit inscrit un objectif 1,5 degré, pas simplement un objectif 2 degrés. Alors même moi, je pensais vraiment que on aurait pu penser que c'était un caprice, d'une certaine façon, qu'après tout, 1,5 degré, bien, c'est pas si important que ça. Et le dernier rapport du GIEC, donc, qui est paru en octobre dernier, est très clair. 1,5 degré, ça compte. C'est donc la principale conclusion de ce rapport. En fait, il y a déjà des différences notables entre un réchauffement d'1 degré supplémentaire ou d'1,5 degré, que ce soit, vous voyez, en termes de vagues de chaleur. Je redis ici, donc j'ai déjà dit que les vagues de chaleur augmentent 2 fois plus rapidement, les températures records plus que la température moyenne. Voilà, en termes de perte de biodiversité, que ce soit pour les vertébrés, les insectes et les plantes, mais ce qui est marquant surtout, si vous regardez au niveau de l'océan, eh bien c'est quasiment pratiquement disons à 2 degrés, pratiquement tous les coraux, les récifs coralliens des régions tropicales et équatoriales seront affectés. En gros, ces coraux n'aiment pas, disons, le réchauffement lui-même. Elles sont habituées à une plage de température très restreinte, et puis l'acidification ne leur est pas du tout non plus favorable.
Donc ça, c'est un des risques majeurs pour certaines régions. L'élévation du niveau de la mer, ce n'est que 10 cm supplémentaires, mais ce sont quand même 10 millions de personnes supplémentaires qui devraient quitter l'endroit où elles vivent. Donc, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Eh bien, on va regarder, voilà, en termes d'émissions, hein, d'abord. Donc, on va, vous voyez, donc là, ce sont des émissions. Alors, quand on parle d'émissions, alors, je vais essayer de pas trop vous abreuver de chiffres, mais donc j'ai donné à peu près le chiffre d'émissions du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, c'est, dans les années récentes, 42 milliards de tonnes, dont 37, hein, disons, dus à l'utilisation des combustibles fossiles. Hein, donc pratiquement, voilà. Donc si on tient compte des autres gaz à effet de serre, alors on en tient compte en prenant, en intégrant le fait que ces différents, les spectroscopistes le savent, hein, que ces différents gaz à effet de serre n'ont pas les mêmes propriétés, mais on en tient compte dans cette évaluation, parce que souvent on nous dit oui, mais c'est 23 fois plus actif le méthane. Certes oui, mais heureusement il y en a 500 fois moins. Oui, pratiquement, non, oui, il y a pratiquement une partie parmi, ouais, enfin au moins 300 fois moins, ou combien? Ouais, 200 fois moins. Un peu plus que de gaz carbonique. Et en fait, quand on tient compte de ces différentes propriétés, on arrive à 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Alors, on a bien tenu compte dans ce calcul des différentes propriétés du méthane, du protoxyde d'azote. Ça, c'est pour, disons, je dirais 2020. Donc, en rappelant que les 3/4, 37 milliards de tonnes des gaz de l'augmentation de l'effet de serre, les 3/4 sont liés à notre utilisation des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Donc, vers quoi allons-nous, disons, dans différentes hypothèses en 2030? Donc, si rien n'est fait en 2030, nous irions vers 65, peut-être même 70 000. Si rien n'était fait, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas, hein, bien sûr, on irait vers 65 milliards, 70 milliards de tonnes en 2030, une augmentation de 30-40%. Et je vous l'ai déjà mentionné, donc on prendrait plutôt des trajectoires de réchauffement de 4 à 5 degrés pour la deuxième partie de ce siècle, pour la fin de ce siècle. Deuxième point, alors l'accord de Paris, bien sûr, il y a un objectif ambitieux, mais l'accord de Paris a une double faiblesse, même si c'est un succès, donc c'est pas le problème. Son succès, c'était son universalité. Malheureusement, elle est, disons, rompue par, disons, la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris. Ça, c'est une de ses faiblesses. La deuxième faiblesse, c'est que les engagements pris par l'ensemble des pays dans le cadre de cet accord, même s'ils étaient tenus, et on peut se poser des questions, eh bien, ne nous font perdre qu'une partie du chemin. En fait, nous emmènent plutôt vers 3 degrés, vers 55 milliards de tonnes, disons, d'équivalent CO2 à horizon 2030, une augmentation de l'ordre de 10%, et on n'échapperait pas dans ces cas-là à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est quand même beaucoup trop. Si on veut limiter à 2 degrés, il faudrait diviser par, diminuer de 20% à horizon 2030 et diviser par 2 à horizon 2050. Pour 1,5 degré. En fait, l'accord de Paris ne nous fait faire que 1/3 du chemin par rapport à 2 degrés en termes de réduction des émissions, 1/5 du chemin par rapport à 1,5 degré sur les 10 prochaines années. Ça, c'est là où nous en sommes. Et comme vous le savez, évidemment, c'est qu'une première étape, hein, puisqu'il faudrait, pour 1,5 degré, atteindre la neutralité carbone, disons en 2050, plutôt 2070 ou un peu plus pour 2 degrés, mais dans tous les cas de figure, si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre neutralité carbone, c'est très clair. Et ce qui est quand même assez, du point de vue éthique, je dirais, ce qui est assez troublant, eh bien, c'est que non seulement on demande aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un climat qui sera différent de celui d'aujourd'hui, j'espère qu'il y a des capacités d'adaptation, mais on leur demande aussi d'une certaine façon, pour pouvoir s'adapter, de pomper une partie du gaz carbonique qui peut être assez importante, du gaz carbonique que nous mettons dans l'atmosphère aujourd'hui. Hein, c'est bien, donc il y aura nécessité de pomper du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc là, ça détaille un peu pour des scénarios 1,5 degré, vous voyez, cette neutralité carbone à horizon 2050, hein, c'est toujours les... Donc là, ce sont simplement les émissions de gaz carbonique seules. Donc voilà, donc, et
voyez, donc on peut, donc si on émet une quarantaine de milliards de tonnes chaque année actuellement, il faudrait d'ici la fin du siècle, si on, disons, sauf si on réduit très très rapidement, pomper, disons dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas quelques gigatonnes chaque année, hein, mais jusqu'à 10 gigatonnes, à 10 milliards de tonnes chaque année dans le cas où vraiment on retarde l'action. Voilà, donc ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est que ces méthodes de pompage font appel, vous voyez, au boisement, reboisement, l'utilisation de la bioénergie, du stockage du carbone dans les sols. En gros, il faut quand même largement appel au territoire. Et ça, c'est important parce que il y a vraiment aussi dans cette lutte contre le réchauffement climatique des opportunités pour les territoires, pour, disons, en gros, le secteur agricole. Hein, donc, il faut rester, il y a beaucoup d'opportunités. De toute façon, il va falloir pomper du CO2 de l'atmosphère, reboiser. Tout cela, ce sont des méthodes assez vertueuses. Alors, je vais essayer de pas être trop long pour laisser du temps aux questions. Je pense qu'on a le temps. Il y a des questions de prévues, Maud, hein? Oui, quand même. Je sais pas, bon. Voilà, mais justement. Donc, alors, l'action, maintenant. L'action peut être le premier point de départ pour voir quel type d'action il faut mettre en œuvre. Eh bien, c'est quand même de regarder quelles sont nos sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en France, vous voyez, c'est le transport, hein, donc en premier. Donc, en gros, c'est 26%. On m'a demandé les chiffres, alors j'ai regardé. En gros, c'est moitié transport individuel, disons voiture, personnel, 20% pour les camions et aussi 20%, enfin une grosse moyenne, un peu plus de 20% pour les véhicules utilitaires. Voilà. Donc et puis ensuite il y a 3 secteurs à peu près à 20%, l'habitat, l'énergie, l'habitat, l'agriculture et alimentation, et puis l'industrie, et puis voilà l'énergie et les déchets. Donc en fait les efforts, et ce sont des efforts quand on regarde. Je dirais aussi bien transport, la façon dont nous nous déplaçons, l'habitat, la façon dont nous nous comportons chez nous, hein, toute l'utilisation d'énergie en termes, disons, domestiques, mais aussi, disons, la façon dont nous nous alimentons, ça correspond à de l'ordre plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas toujours rejeter disons, et c'est vrai aussi pour moi, hein, je ne m'exclus pas. Il faut bien voir que, disons, nous avons chacun, par ce qu'on appelle des petits gestes, quand même une capacité, hein, disons, dans les choix de déplacement, dans les choix d'habitat, dans les choix d'alimentation, nous avons certainement, disons, en tout cas par nos décisions de chaque jour, le moyen d'influer sur à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre. C'est loin d'être négligeable. On peut toujours dire que les déchets, c'est pas nous, l'énergie, c'est pas nous, mais voilà. Donc, 2 ou 3 points que je souhaiterais souligner. D'abord, l'importance de l'échelle régionale. Hein, donc, quand on va parler des impacts du réchauffement climatique, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui sont touchés, disons, touchés ou affectés, ou qui sont, en tout cas, les plus sensibles, pas forcément vulnérables, mais les plus sensibles au réchauffement climatique. Dans des régions comme la vôtre, évidemment, on pense immédiatement au secteur viticole, qui en est d'ailleurs tout à fait conscient, hein, c'est pas le problème, hein, bien sûr. Dans d'autres régions, ça va être l'élévation du niveau de la mer. Dans d'autres, c'est la fonte si vous êtes dans les Alpes, c'est la fonte des glaces ou la disparition annoncée des glaciers. Voilà. Donc les impacts sont fondamentalement différents d'une région à l'autre. Les solutions sont également différentes, peuvent être différentes. Il y a des régions qui ont les territoires ont peut-être des potentiels différents. Par exemple, en termes, j'y reviendrai, de développement des énergies renouvelables. Donc, c'est très important. Les territoires ont un rôle à jouer, et aussi en termes d'adaptation. Il est très important c'est vrai que c'est un peu bête d'insister, mais ce réchauffement est irrémédiable. On peut dire ça ne va pas arriver, mais ça va arriver. C'est très clair. Donc, c'est pas la peine de se mettre la tête sous le polochon, ça ne sert à rien. Il y en a encore qui le font, mais il faut s'adapter au réchauffement climatique, penser adaptation et penser à la fois, diminution des émissions. Alors, il y a quand même des clés je crois que les clés, d'abord, il y a en France une loi,
qui est tout à fait ambitieuse. C'est la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc il y a une version qui a été votée en 2015 et il y a une nouvelle version qui va être votée avec 3 éléments principaux. Il va y avoir affiché dans cette loi un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, ce qui est très ambitieux. Et là aussi, en France, on a du retard par rapport à ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a un objectif d'efficacité énergétique, c'est-à-dire dans la loi, il y a inscrit, comme objectif une division par 2 de notre consommation d'énergie à horizon 2050, et ceci sans nuire, c'est l'esprit de la loi, au développement économique, bien entendu. Et puis, il y a évidemment cet objectif aussi de la part du nucléaire dans le mix électrique, qui est à partir de 2050, une part du nucléaire qui représenterait 50% de l'énergie électrique. Donc ce premier point, donc, c'est cette loi. Cette loi fait appel à l'efficacité énergétique dans tous les domaines, mais on n'arrivera pas, c'est très clair, à respecter les objectifs de cette loi s'il n'y a pas non plus un peu de sobriété, c'est le moins qu'on puisse dire. L'efficacité énergétique, c'est en gros faire les mêmes choses avec moins d'énergie, voilà. Et si possible, bien sûr, de l'énergie non carbonée, c'est très clair. Cette transition énergétique doit se réaliser. La sobriété, c'est quand même faire attention à ce qu'on fait, en gros, de façon simple. Voilà, donc redire, alors les 2 derniers, je redis parce que je pense que c'est important, l'importance des territoires. Il n'y a pas, ce n'est pas qu'une question de métropole, même si les métropoles sont doublement intéressées, importantes, parce qu'elles sont généralement émettrices d'une proportion importante des gaz à effet de serre. Et ensuite, par exemple, des journées comme aujourd'hui, il y a un îlot de chaleur urbain qui est non négligeable. Et jusqu'à aujourd'hui, je disais que ces îlots de chaleur urbain, c'est vraiment quelque chose de spécifique des mégapoles, de villes comme Paris. Donc il va être 3 à 10 degrés. Et là, j'étais à Tours ce matin à faire une conférence. Donc il y a quelqu'un qui fait des mesures à Tours et qui montre qu'il y a sur des villes comme Tours des différences de 8 à 10 degrés entre des zones boisées, enfin des parcs dans les centres-villes et des zones sur le bitume. Donc il y a aussi cet îlot de chaleur urbain, y compris dans des villes moyennes ou dans des villes, probablement c'est le cas à Reims, je ne sais pas s'il y a des mesures, mais ça existe aussi. Il y a un réchauffement plus important dans les villes. Donc voilà. Mais les territoires sont importants, vous voyez, sur l'agriculture, j'ai essayé, en fait c'est un séminaire, une conférence que j'avais faite à Rennes sur agriculture et territoire. Et donc, j'ai gardé les principales conclusions. Donc, sur l'agriculture, ce sont quand même des impacts généralement négatifs. Je vous ai parlé des cultures du blé. Au niveau planétaire, c'est le cas. Ce qui est important, c'est que l'agriculture devrait jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'adaptation, dans l'atténuation. Voilà, avec le stockage du carbone, mais il y a aussi une nécessité d'adaptation. C'est très clair, peut-être même plus criante dans certaines régions que dans d'autres. Je ne vais pas revenir sur le vignoble, mais il y a aussi, et c'est ça qui est important, des opportunités. Donc, stockage du carbone, méthanisation, développement des énergies renouvelables. Ce sont des territoires qui sont encore largement, je dirais, sous le contrôle du monde agricole, au moins pour le moment, qui vont jouer un rôle essentiel. Donc, il y a aussi... si on regarde à échelle plus globale, cette compétition entre alimentaire et énergétique qui se pointe, il va y avoir cette compétition et c'est loin d'être négligeable. Maintenant, un autre point que je vais évoquer, c'est que je dirais que il y a pour moi 3 piliers de la lutte contre le réchauffement climatique. L'efficacité énergétique dans un contexte, évidemment de mix énergétique le plus sobre en carbone possible, la sobriété, mais il y a aussi besoin d'investissement. C'est très clair et c'est dans cet esprit que nous avons proposé j'étais avec Pierre Larotouroux à l'initiative de ce pacte finance-climat. Donc il y a vraiment besoin d'investissement. Et donc voilà, par exemple, en fait, dans ce pacte, nous sommes appuyés sur par exemple, le rapport de la Cour européenne des comptes qui, pour l'Europe,
disons, chiffre à peu près à plus de 1000 milliards chaque année les investissements nécessaires pour que l'Europe atteigne ses objectifs, respecte ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. L'Europe est en train aussi de discuter de cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça ne se fera pas sans investissement. Alors vous voyez, beaucoup dans le secteur du transport, dans le secteur résidentiel, un peu dans l'énergie bien sûr. La nécessité de l'adaptation est rappelée. Voilà. Alors ce ne sont pas des investissements supplémentaires. Il y a déjà pas mal d'investissements qu'on peut inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou dans l'adaptation. Donc, en fait, comme investissement supplémentaire, ce serait de l'ordre de 2% du PIB disons, pour un pays comme la France, il faudrait quelques dizaines de milliards supplémentaires. Alors, ça dépend des rapports. Le rapport Grandjean, Canfin Grandjean, c'est 20 à 30 milliards. Enfin, nous, on a plutôt chiffré à 45 milliards supplémentaires. Il ne s'agit pas forcément d'argent public, bien sûr. Ça peut être de l'argent privé. Ce sont aussi beaucoup d'investissements qui sont intéressants. Il ne s'agit pas d'investissements publics, forcément, bien sûr. Donc, et ce qu'on a proposé, alors, disons qu'on a proposé, en fait, voilà, donc d'abord la création d'une banque européenne pour le climat et, disons, la biodiversité. En fait, ça a reçu un accueil assez favorable de certaines des listes qui se sont présentées aux élections. On verra ce qui adviendra de cette idée, mais en tout cas, elle sera, je pense, discutée dans le prochain Parlement européen. On y ajoute un second point il y a nécessité d'un budget européen, donc voilà, qu'on chiffre avec aussi un regard vers l'Afrique, c'est très clair, vers la recherche, mais aussi il faut vraiment cofinancer si on ne change pas de rythme, de vitesse en termes d'investissement, on n'arrivera pas à respecter les objectifs. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe. Voilà, et puis l'idée d'un traité, l'idée du traité lui-même, c'est la pérennisation de ces deux outils. Ce que je souhaite dire, ce qui est important, et il faut abandonner cette idée que cette transition énergétique, c'est, disons, mauvais pour l'économie. Le dynamisme économique, c'est réaliser la transition. J'insiste, ce n'est pas le contraire. Donc ce sont au contraire les secteurs d'activité, les pays qui s'accrocheront aux combustibles fossiles, qui économiquement, je dirais, seront les perdants. Peut-être pas à échéance de quelques années, à l'échelle décennale. C'est clair. La transition elle-même est difficile. Mais c'est clair. Donc là, on parle par exemple de création d'emplois. Alors on parle bien d'emplois nets. On parle en France de 600 à 900 000 emplois en France d'ici 2050. On parle de 6 millions d'emplois créés d'ici 2050 au niveau européen. Donc des créations d'emplois de façon très claire, des emplois, bien sûr, il y a une relocalisation des activités par rapport plutôt à la mondialisation. Et c'est, je crois, disons pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de créativité, d'inventivité, alors pas simplement technologique. Donc bien sûr, il y a besoin de personnes besoin de chercheurs qui viennent tout d'un coup nous dire on a fait des avancées spectaculaires dans le stockage de l'énergie, puisque c'est un des verrous, évidemment, par exemple, du développement de renouvelables. Donc on a aussi besoin de rupture en termes de développement des énergies renouvelables, voilà, de véhicules électriques, de batteries qui restent très chères. Il y a tout ça, je pense que ça va en partie, ça va se réaliser au cours des 10 à 20 prochaines années, mais c'est vous, les jeunes, qui êtes vraiment concernés. Je dis souvent que vous êtes doublement concernés par le fait que donc ceux qui entrent dans la vie professionnelle, ceux qui sont à cette université, qui rentreront dans la vie professionnelle dans les années 2020, eh bien c'est là où les choses se joueront. C'est important. Et puis évidemment, si rien ne se passe, si on ne fait rien, eh bien c'est malheureusement, je crois que sur ma génération, un degré supplémentaire, on réussira à s'y adapter, sans trop de problèmes d'ici 2050, mais disons, c'est vraiment dans la deuxième partie de ce siècle, voire à la fin de ce siècle, que les choses deviendraient plus difficiles. Alors on peut dire c'est loin, mais malheureusement, je crois que si on continue à émettre des gaz à effet de serre, c'est vraiment vers ce vers quoi nous allons. Voilà, donc merci beaucoup. Donc ce que je veux dire, c'est un message, il y a des solutions. Le monde vers lequel nous devrions aller reste techniquement possible, mais c'est très difficile. On voit bien la difficulté de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
alors que nous sommes sur des trajectoires d'augmentation de ces émissions. Mais je crois qu'il faut, en tout cas au niveau français, au niveau européen, et bien sûr avec l'espoir que ça serve d'exemple au niveau planétaire, il faut aller de l'avant et je crois mettre en œuvre le maximum de solutions pour diminuer le plus rapidement possible nos émissions de gaz à effet de serre, s'adapter au réchauffement climatique. Je le redis, c'est un mode de développement qui est, je le crois, attractif, ce n'est pas le contraire, et qui est, disons, porteur de dynamisme économique. Merci beaucoup. Merci, Jean. On peut passer donc à une phase de questions. Merci. S'il y a des questions dans la salle. Oui. Oui. Merci. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la clarté de votre exposé et de vous être mis à notre niveau. Il y a plusieurs points j'ai plein de questions et j'en posais qu'une seule. Vous n'avez pas parlé des boucles de rétroaction positive. Et j'ai cru comprendre que c'était ce point-là qui était le facteur déterminant, qui entre les fameux 1,5 degrés et 2 degrés, puisque les 15 boucles de rétroaction positive, les premières sont déclenchées à 2 degrés, qui peuvent nous amener sur 4, qui peuvent nous amener sur 6, et vers l'inconnu et au-delà. Comme je ne l'ai pas vu dans le rapport du GIEC, j'ai vu l'exécutif mais dans des gloses, je voulais savoir si c'était réel ou juste des gloses. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres. Donc la rétroaction positive dont on parle le plus fréquemment, c'est la fonte du permafrost, des sols gelés, donc dans lequel il y a de la matière organique qui est là depuis, probablement certaines depuis 20 000 ans, qui va se décomposer. Alors elle peut se décomposer en gaz carbonique ou en méthane, ça dépend des conditions. Mais donc les évaluations, disons, tenir compte de cette fonte du permafrost, donc j'ai dit que je n'étais pas collapsologue, mais enfin on voit bien les chiffres, certains chiffres qui sont, en fait ça ajouterait 1/10 de degré au réchauffement qui est lié à nos activités, d'ici la fin du siècle. Donc voilà, donc c'est un peu, je pense que c'est un peu surfait, c'est ça que je veux dire, parce que c'est souvent surfait par certaines personnes j'ai le sentiment, certaines personnes souhaiteraient que en gros, ce soit la nature qui fasse des siennes et non pas, mais bien sûr que ça reste nos activités qui sont la contribution principale des émissions de gaz à effet de serre. Disons qu'en termes de quantité, ça équivaudrait à peu près 5 années d'équivalent d'émissions de gaz carbonique au rythme d'aujourd'hui. Vous me direz, on n'a plus que 20 ans, donc ça en prend 5, c'est pas négligeable. Et en termes de réchauffement supplémentaire, plutôt de l'ordre du 10e de degré. Donc ça existe bien, mais il y a beaucoup de choses qui circulent et de chiffres qui sont faux là-dessus. Donc il y a d'autres rétroactions qui peuvent être aussi, par exemple, une forêt qui est tout à fait réelle, une forêt s'il y a des sécheresses à répétition, sur des forêts, par exemple, eh bien, elle meurt, elle ne repart pas. Il y a des phénomènes irréversibles qui sont très importants. Le problème de la circulation océanique, c'est plutôt aussi à échéance de 3 ou 4 siècles. Mais vraiment, quand on parle de phénomènes, disons, d'amplification, c'est bien le permafrost. Et les chiffres sont... Non, il y a des articles qui... Disons, ce 10e de degré vient d'articles récents. Et je vous assure que c'est surestimé très souvent dans les médias. Alors moi je suis ici. J'ai une question plutôt qui fait référence à votre... Enfin, vous avez dit, nos politiques ont pris la mesure du problème. Oui, dans les textes. J'aurais dû ajouter, d'accord, ok. Okay. J'aurais dû le dire, je le dis souvent. Et donc, comment on pourrait faire pour qu'ils prennent la mesure du problème en action ? Oui, c'est ça la difficulté. C'est un peu ça qui est... C'est pas joli, mais... Alors, bon, je pas trop... Enfin bon, c'est quand même un peu ça qui est au cœur du problème. Vu du côté de notre communauté, on a finalement le sentiment d'avoir, je dirais, fait notre devoir, on a tiré la sonnette d'alarme, et en fait, il y a le premier rapport du GIEC en 90,
donc qui est suffisamment clair. Et quand on reprend les chiffres du premier rapport du GIEC, bon, il n'y a pas grand-chose de changé. On a fait beaucoup de progrès. Hein. Les modèles étaient très simples, mais quand vous regardez les projections, c'est vraiment du même ordre qu'aujourd'hui. Donc, et puis dès en 92, il y a la Convention climat. Voilà, il y a le protocole de Kyoto en 97. Donc, on comprend tout de suite qu'il faut diminuer les émissions. Et ce qui fait capoter le protocole de Kyoto, bon, qui a eu quand même un avantage, c'est un double problème. C'est le fait que, disons, c'est George Bush fils qui est élu et non pas Al Gore en 2000. Donc les États-Unis ne ratifient pas l'accord de Kyoto. Et puis c'est ce que personne n'avait vraiment envisagé, c'est disons, l'émergence de pays comme la Chine. Quand on regarde les émissions de la Chine au cours des années 2010, ça a augmenté d'une façon extrêmement rapide. Voilà, donc ça, et puis on retombe, alors ensuite il y a l'accord Copenhague, mais l'accord de Paris, disons, est ambitieux, hein, donc je le redis, dans son objectif, donc je dis que j'adhère à l'objectif de l'accord de Paris, mais vous voyez que les engagements ne sont pas à la hauteur, et puis on est retombé dans le même problème que disons, le protocole de Kyoto, c'est-à-dire les États-Unis qui sont en train de quitter, alors là, cette fois ils ont ratifié, hein, le contexte est un peu différent, mais disons, Donald Trump a dit qu'il quitterait. Donc tout cela, ça n'incite pas à l'optimisme. Mais donc dans les textes, ça va. En France, bien, moi je suis, enfin, disons au CESE, on suit beaucoup cette loi sur la transition énergétique. Disons, on a déjà pris du retard. Je m'implique personnellement. Là, disons, Emmanuel Macron fait mardi prochain, on a une réunion avec le président de la République et les 150 citoyens, enfin les citoyens qui vont être... Voilà, il y a toute une dynamique qui se met en place, mais on se demande si c'est pour retarder l'action ou bien on sait ce qu'il faut faire. Voilà, donc, mais on ne le fait pas. On redit, nous, avec Pierre Laroutourou, qu'il y a aussi un problème d'investissement. Hein, on le redit, il y a un problème. Il faut aussi que chacun il faut que tout le monde s'y implique. Je vous ai parlé des citoyens, c'est vrai pour le système éducatif. Hein, c'est très important. C'est vrai pour les jeunes et je remercie vraiment les jeunes pour leur mobilisation, hein, c'est très important, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Il est important que les entreprises se développent, hein, disons, bien sûr, créer des emplois dans une dynamique, je le redis, de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation. Le rôle des ONG est important, le rôle des médias, tout le monde doit s'y mettre. Et on n'en est pas encore là. Disons, pour réussir, il faudrait que tous les projets d'aujourd'hui soient marqués du sceau de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l'adaptation. Or, enfin, moi je suis parisien, les projets dont on parle, c'est Charles de Gaulle 4 et Europa City. Hein, voilà, donc les grands projets d'investissement qu'on a actuellement, c'est des projets qui sont vraiment très négatifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là où nous en sommes actuellement. D'un côté, il y a une loi voilà, qui est ambitieuse, de l'autre, bien les projets qui se mettent en place, bien sûr, si le transport aérien continue à se développer, c'est clair que, disons, au rythme où le transport aérien et le transport maritime le souhaitent, eh bien, c'est extrêmement négatif aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est tout cela, mais on est tous concernés, je veux dire. Je ne veux pas non plus accuser que les États. Mais pour nous, il y a un problème fondamental d'investissement. Hein, donc ça, c'est clair. Oui, bonjour. Moi, je représente le monde agricole, enfin pas moi toute seule, hein. Mais vous avez parlé beaucoup de l'agriculture, comme quoi c'est un acteur majeur dans les années à venir. J'ai deux questions. Quel type d'agriculture? Parce que moi, je suis plutôt évidemment en agriculture bio. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, pour la partie financement, j'ai vu que le fléchage des financements sur l'agriculture, il n'y avait pas grand-chose. Et vous savez comme moi qu'il y a des changements d'agriculture s'il y a des incitations financières pour faire bouger les systèmes. Donc voilà, je voulais savoir si... Oui, donc vous avez raison. Oui, effectivement, donc moi-même, donc mon frère est toujours paysan en Bretagne, donc voilà, donc c'est un milieu que je connais bien, c'est celui où je suis né. Voilà, donc plutôt du côté de laitier et porcin à l'époque. Oui, l'agriculture, oui, bon, je pense que si vous êtes du milieu, vous êtes intéressé, on va voir c'est tout le problème de la nouvelle PAC, par exemple. Hein. Au niveau européen, la PAC a un rôle très important. Est-ce qu'elle va vraiment prendre ce virage vers, donc vous l'avez dit, soit l'agriculture biologique, mais au moins l'agroécologie? Il y a différentes façons de modifier le modèle agricole. D'ailleurs, il se modifie déjà, hein, d'une certaine façon.
pense que c'est ici pareil, mais chez nous, dans notre Bretagne, entre les moissons et... disons, il y a 30 ans, entre les moissons et les semailles, en novembre, il n'y avait rien sur les terres. Maintenant, il y a plein de cultures, enfin, il y a toujours des cultures intermédiaires, vous ne verrez jamais un sol nu, parce que, et souvent, eh bien, disons, ça retourne au sol. Les cultures sans labour est aussi venu quelque chose, les gens souriaient au départ, et maintenant, c'est des choses qui existent. Alors, j'ai pas une réponse claire, parce qu'il n'y en a pas pour le moment, alors, je suis très conscient de l'intérêt du bio, pas du tout, mais surtout, mais disons, si on parle bio et effet de serre, c'est pas si simple de démontrer que, disons, l'agriculture biologique et l'agriculture, je dirais, conventionnelle ou l'agroécologie émettent moins de gaz à effet de serre. Qui émet moins de gaz à effet de serre? En fait, l'avantage du bio, généralement, par rapport à cela, c'est que le bio est généralement associé à de l'alimentation de proximité. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, on importe beaucoup de bio. Donc on continue, pour le moment, il n'y a pas... Donc disons que je pense que... alors je ne parle pas de qualité nutritionnelle et tout ce que vous voulez, mais si on parle strictement d'effet de serre, c'est pas si facile. Alors il y a le problème donc si c'est local, on y gagne certainement, mais autrement, il y a des études qui commencent et il faut regarder aussi dans chaque cas, effectivement, ce qui peut émettre les gaz à effet de serre et tout le problème des intrants. Donc effectivement, on gagne sur les intrants et donc, par exemple, les émissions de protoxyde d'azote, c'est largement lié aux engrais. Donc il faut regarder au cas par cas, culture par culture, et il n'y a pas tellement d'études. Donc voilà, mais ce qui est clair par rapport au bio, c'est l'intérêt effectivement de l'alimentation de proximité, quand c'est le cas évidemment. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Ma question portait, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la loi sur la croissance verte, et oui. Je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait parler de croissance face aux différents défis et mesures qui doivent être prises. Oui, non, vous avez raison. Alors, moi, j'ai parlé de la loi sur la croissance verte parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et si on la regarde dans le détail, justement, on pourrait parler de loi de décroissance, puisque cette loi, en termes d'énergie, puisqu'on parle bien loi de transition énergétique, puisque cette loi appelle à diviser par deux disons, notre consommation d'énergie. Donc on aurait pu effectivement l'appeler aussi loi de décroissance énergétique, en ce sens que, et c'est clairement, disons, l'efficacité énergétique. Donc vous avez raison, on peut se poser la question. Derrière cela, il y a évidemment tout le problème de la croissance que vous évoquez. Il faut, bien sûr, je suis pleinement pour... je pense qu'il y a un problème d'indicateurs. J'ai beaucoup réfléchi aussi aux indicateurs. Et bon, évidemment, si on parle en termes de PIB, par exemple... disons, diviser la consommation d'énergie par deux, c'est une diminution du PIB, mais je pense que c'est quand même une augmentation du bien-être des gens, et c'est ça qui compte. Voilà un peu ma réponse. Donc, voilà, donc ça aurait pu s'appeler la loi sur la décroissance, vous avez raison. Mais ce n'est pas le cas, donc j'ai repris le terme officiel. Donc, j'ai pris le micro, donc je vous remercie aussi pour cette belle intervention. Est-ce que vous pourriez revenir sur le point où vous évoquiez que pour limiter à 1,5 degré, il faudrait laisser 90% des ressources fossiles dans le sol? C'est-à-dire qu'il faudrait en prélever un dixième de ce qu'on prélève actuellement? Enfin, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point-là? Non, disons, on connaît les ressources. Les ressources, c'est défini comme les combustibles fossiles accessibles avec les techniques actuelles et à des coûts, disons à des coûts actuels, ou enfin réactualisés, c'est ça, je veux dire, disons à des coûts qui sont à peu près du type des coûts actuels. Donc ça, ce sont les ressources. En fait, les réserves, c'est ce qu'on peut espérer avoir dans le sous-sol, et ça peut être jusqu'à 10 fois plus important que les ressources. Donc, mais par rapport à ce qui est facilement accessible, eh bien, il faut en laisser vraiment 90% dans le sol. Et on voit bien la difficulté quand on regarde, en fait, Total continue à explorer. En gros, si on voulait vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il n'y aurait plus besoin de recherche en termes de nouvelles ressources de pétrole, de gaz ou de charbon. Donc, effectivement, on s'agit bien des ressources, c'est-à-dire de ce qui est bien identifié et ce qui est relativement facilement accessible aux conditions actuelles.
Donc à la fois, mais de ressources à la fois conventionnelles et non conventionnelles, en termes de gaz et de pétrole. Donc on parle aussi de non conventionnels dans ces 10%. Ouais. Je compte sur votre bienveillance pour répondre à cette question, mais par rapport aux 1000 milliards d'euros d'investissement, etc., qui sont nécessaires pour traiter la question du réchauffement climatique, est-ce que, selon vous, il ne faut pas prendre en compte en plus toute une série d'investissements qui sont nécessaires pour tout ce qui est disponibilité de l'eau potable, pollution des sols, pollution des eaux? Il va bientôt y avoir plus de plastique dans les océans que de poissons. Toutes des choses qui sont en partie impactées par le réchauffement climatique, mais aussi relativement séparées, et qui, selon moi, arrivent en plus de cette notion de réchauffement climatique, comme quoi Donc vous avez absolument raison. C'est vrai que, disons d'ailleurs, dans notre pacte finance-climat, on parle plutôt de transition écologique que de transition climatique, parce qu'il y a effectivement, et c'est la raison pour laquelle on a bien proposé la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, parce que, disons, les écosystèmes, la biodiversité sont affectés. Bien sûr, les ressources en eau, ça compte aussi, bien sûr, mais là, ce sont vraiment donc ça compte plutôt dans la partie adaptation. Donc, vous voyez, c'est 2% du PIB actuel de l'Union. Il faut ajouter, il faut tenir compte, je ne vous ai pas mentionné, donc toute la partie adaptation, c'est là qu'il faut tenir compte effectivement de l'accès à l'eau et des autres aspects que vous avez mentionnés. Disons, les 1115 milliards, c'est vraiment sur la partie énergie. Mais disons que l'adaptation, c'est beaucoup plus large. Et là aussi, ce sont 2%, vous voyez, du PIB actuel de l'Union qu'il faudrait consacrer à l'adaptation. Et là, c'est une adaptation plus large, c'est la transition écologique au sens où vous l'avez énoncé, c'est-à-dire tout notre environnement, plutôt la transition environnementale. C'est ça que je n'ai pas mentionné dans cette évaluation. Bonsoir. On a appris le mois dernier que les émissions de CO2 avaient réduit en Europe l'année dernière. Le fait que ce soit réparti sur toute l'Europe, est-ce que vous pensez que ça démontre une prise de conscience ou est-ce qu'il faut attendre l'avenir pour... Non, il faut être prudent parce que, donc, par exemple, il y a une partie de cette diminution qui est liée à un hiver très doux, l'hiver 2018. Donc il faut faire très attention aussi. À l'origine de cette... il faut aller, je pense, dans le détail. On est plutôt heureux. En France, ça a diminué de 4%, mais n'oubliez pas que ça va augmenter de 3% entre 2016 et 2017. Je suis navré, ça a augmenté. Donc on n'est quand même pas... ces variations en dents de scie de quelques pourcents chaque année, on n'en est pas exempt. Et le cas le plus décevant, disons qu'on était très heureux en 2016, même jusque, disons, du fait que les émissions en Chine ont stagné entre 2015-2016 et entre 2015 et 2014. Ces 3 années-là, pratiquement, elles ont stagné. On criait pas victoire, mais on était vraiment extrêmement contents parce que la Chine a promis stabiliser ses émissions. Et si c'était avant 2020, ce serait bien. Et puis, ces émissions ont redémarré entre 2017 et 2018. Donc, il faut être très prudent sur ces variations. Il faut les regarder dans le long terme. Donc, y compris, en gros, pour répondre bien à votre question, il faudra regarder poste par poste. Et ça, je ne l'ai pas fait encore. Je souhaite dire. Encore 2 questions. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question parce que vous présentez l'électrique comme une alternative. Et j'ai une question sur l'électrique d'aujourd'hui, parce que je pense que l'électrique de demain, effectivement, c'est une alternative, mais l'électrique d'aujourd'hui, où environnementalement parlant, on a déjà pollué, je parle sur la partie transport, plus qu'un véhicule classique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on investit aujourd'hui sur de l'électrique actuelle ou est-ce qu'on attend les nouvelles technologies? Non, donc sur ce débat sur les véhicules électriques, il est clair que
les véhicules électriques sont, disons... ouais, je vais m'en prendre une. Ouais. Donc, en France, où l'électricité est produite à 85% par, non émettrice de gaz à effet de serre, pratiquement 90% avec l'hydraulique, c'est beaucoup plus intéressant qu'en Allemagne, par exemple. Donc il faut regarder effectivement la façon dont l'électricité est produite. Pour le moment, en France, c'est quand même, ce serait une bonne solution. D'autres pays, si c'est en Pologne, ça ne vaut pas le coup. C'est clair, c'est très important. Ensuite, il faut ouvrir aussi probablement sur l'hydrogène, ce qui n'était pas mentionné là. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ceci étant, je pense que les véhicules électriques arriveront plus vite que certains ne l'imaginent. On peut très bien... Enfin, il n'est pas exclu que entre 5 et 10 ans, les véhicules électriques soient moins chers que les véhicules thermiques, et ce sera la fin des véhicules thermiques. Parce que, par exemple, contrairement à une idée reçue, les véhicules électriques, s'ils sont pas chers, s'ils n'étaient pas chers, sont parfaitement adaptés à ceux qui ont à faire 50 km chaque jour pour aller à leur travail, par exemple. Donc ce n'est pas simplement un véhicule, disons, pour les centres-villes, ça peut être aussi un véhicule pour les territoires, pour les gens qui vont à leur travail. Voilà, ça n'empêche pas le covoiturage, mais disons, pour moi, le principal obstacle à l'électrique actuellement, c'est le prix. Il y a le problème des batteries, mais je pense qu'il y aura aussi des révolutions sur les batteries. Vous voyez, j'imagine que vous êtes intéressé, donc vous avez vu que le programme Batterie Europe, il est ambitieux, mais il a du mal à se mettre en route. Donc on voit bien tout ça, ce sont des choses clés, et c'est pour ça que je me tourne vers les jeunes. Les 10 ans à venir vont se jouer sur les batteries au niveau européen, donc la recherche, il y a plein de choses, mais on ne parle pas aujourd'hui du réchauffement climatique comme on en parlait il y a 10 ans, je vous assure, parce que et on n'en parlera pas pareil dans 10 ans. Je serai peut-être plus là dans 10 ans, mais je vous assure que les gens, disons, même 0,2 degré de plus dans 10 ans, les gens commenceront à dire ça commence à bien faire. Je veux dire déjà, vous voyez, les jeunes se mobilisent, mais je crois que quand les gens se rendront vraiment compte que, je dirais malheureusement, on a raison, eh bien, ça entraînera aussi, et j'aimerais que l'Europe soit prête pour pour cette lutte technologique, et c'est pas sûr que ce soit le cas. Donc, par exemple, les Allemands continuent à s'accrocher au thermique et je ne suis pas sûr. Donc, mais il faut aussi penser à l'hydrogène. Donc, voilà un petit peu. Alors, on est actuellement à 10% d'énergie renouvelable au niveau mondial. Et donc, comment compenser ces 90% d'énergie polluante, on va dire? Et qu'est-ce que vous pensez de la rétro-ingénierie, la géo-ingénierie, pardon? Donc, oui, en France, on parle de la France? Non, ouais. Disons que moi j'aime bien donner quelques chiffres, donc qui sont les chiffres aussi d'un rapport du GIEC. Disons, quand on regarde, alors si on regarde au niveau planétaire, on ne va pas parler au niveau français. Donc, disons, si on regarde ce qui est non émetteur de gaz à effet de serre, il y a d'un côté le nucléaire, de l'autre les renouvelables, au sens large. Actuellement, en termes d'énergie primaire, d'énergie primaire, le nucléaire c'est 5%, donc d'énergie finale à peu près 2%. Le renouvelable, vous l'avez dit, c'est plutôt 10%, ça dépend des régions, même plus dans certains d'autres. Quand on regarde le potentiel du renouvelable à horizon 2050, en fait, même si le nucléaire se développait, disons, il y a certains pays où il va continuer à se développer, disons, sans frein, on n'atteindrait pas plus, on aurait beaucoup de difficultés à atteindre 10% d'énergie primaire, c'est très clair. Tandis que le renouvelable, si on le développe en Afrique, partout, on peut atteindre 50% de l'énergie d'origine renouvelable dès 2050. Donc il y a un potentiel au niveau planétaire de renouvelable qui est disons, très fort. Et, par exemple, on a assez, disons, on pourrait, si on savait la capter suffisamment, mais c'est le cas, on pourrait, dire, l'énergie solaire est pratiquement illimitée. En tout cas, il y a beaucoup plus d'énergie solaire utilisable qu'on a besoin. Voilà, donc il n'y a pas de problème de potentiel, mais ce sont des investissements, des développements technologiques, mais les énergies renouvelables peuvent vraiment nous fournir beaucoup à la fois de l'électricité, de la chaleur, à horizon 2050 et au-delà. Donc il y a le potentiel, mais là aussi, il faut des investissements. Mais quel que soit le type d'énergie qu'on va utiliser, il faut beaucoup d'investissements. C'est très clair. Donc c'est la dernière, Maud, alors ? Oui, merci. Donc, merci. On va clore
Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée.